Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Il y a quelques jours, on a commencé à parler de Mafat, des chiffres que Arnold Jacou nous a fait une étude. On va revenir là-dessus dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Arnold Jacou. Bonsoir Gismé. La, la- la question, encore une fois, lorsqu'on fait une étude comme vous l'avez fait sur Mafat, ça change de la carte postale que les gens qui vivent sur le littoral peuvent avoir de cette site, de ce cirque de la Réunion. On va juste rappeler que Mafat vient de Mafati, donc un esclave, un roi de l'époque. Mafati a donc laissé son nom donc au cirque. Là, d'abord, avec un peu de recul, quand on revoit, on revoit ce qu'on a fait comme travail, quelle image on a de Mafat? Ah, euh, euh, D'abord, avant d'y aller, j'avais vraiment aucune image. Euh, Après, évidemment, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de... D'ailleurs, ce ne sont pas des images, et certainement pas des images de cartes postales. Ce sont des ressentis, des représentations de la manière dont les gens vivent. En fait, je suis allé à Mafat, ce n'était pas pour faire une étude, c'était une mission qui m'avait été accordée par le commissariat, le commissaire à l'aménagement des Hauts, avec pour finalité de voir comment récupérer les vestiges du patrimoine culturel qui était encore vécu par un certain nombre de personnes, des gens de ma génération, il faut le reconnaître, pour voir comment on pouvait le mettre en valeur, notamment, je dis notamment, pas uniquement, mais notamment dans l'accueil des touristes, dans les gîtes, c'est-à-dire comment les gîtes pouvaient être autre chose que un simple bâti avec des lits et une table, mais pouvait manifester de la manière de vivre des gens telle que cette manière de vivre s'était déroulée pendant au moins les 100 années précédentes. Et il y a une réalité qu'on essaye, nous, à La Réunion, de garder, c'est cette carte postale de l'endroit, le gîte de Mafat, les tables, les chambres qui reçoit les touristes. Et c'est un fait qu'on doit aujourd'hui reconnaître, ça fait un moment que ça dure, le Réunionnais est amoureux de son île. Et les gens qui montent à Mafat, il n'y a pas que les touristes. Il y a des gens qui se font un plaisir d'aller à Mafat pour, pour découvrir, pour vivre. Et parce que le cadre... Heureusement, hein. Non, non, heureusement. Ouais. Je pense que beaucoup de Réunionnais qui se sentent dévastés par la submersion mondialiste ici qui a tout ravagé, beaucoup de Réunionnais recherchent encore le sens de la vie sur l'île, recherchent encore les sources d'une identité qui, avant qu'elle ait complètement disparu. Oui, et Mafat est sans doute un témoin, un des derniers témoins de modes de vie qui, bon, forcément, j'ai envie de dire, qui sont des modes de vie qui sont contrastés, voire quelquefois vécus dans la contradiction, parce que les Réunionnais, comme les touristes, probablement idéalisent un peu ce passé, alors que les gens qui l'ont vécu sont beaucoup plus nuancés, parce que pour beaucoup d'entre eux, ils pensent qu'ils ont quand même échappé à une grande misère et que l'amélioration du niveau de vie leur a permis de modifier un peu leur façon d'exister. Alors, carte postale, il y a une contradiction. Quand on est sur le littoral, on regarde Mafat avec les yeux de Chimène. On aime ce qu'on croit, c'est un cadre de vie. On aime cette carte postale. On aime cette vie d'avant, entre guillemets. Mais quand on est à Mafat, qu'on est mafaté, quand on vit dans le cirque, c'est pas la même chose. Mais vraiment pas, non. Non, ça ne veut pas dire que les Mafatais n'aiment pas du tout ce qu'ils vivent, bien au contraire. Oui. Mais ils aimeraient un petit peu, je dirais, vivre un peu avec le confort du littoral, la tranquillité en plus, ce qui n'existe pas sur le littoral. Mais ce qui m'a frappé, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit précédemment,
mais je pense qu'il faut le répéter. Quand on arrive à Mafate, on peut avoir une vision idéalisée du patrimoine. Les Casampailles, les dernières Casampailles, en tout cas à l'époque où j'y travaillais, 2005, 2008, on peut avoir une vision idéalisée, c'est fantastique, c'est le passé, et nous avons envie de célébrer ce passé. Pour les gens, l'approche du patrimoine est beaucoup plus utilitaire, c'est-à-dire que il s'adapte à une situation qui n'est pas toujours très favorable pour ce qu'on appellerait le progrès. Il l'accepte, bien évidemment. Il habite cette réalité, mais quelquefois, ils aimeraient pouvoir s'en passer. Et l'approche du patrimoine est beaucoup plus, à mon sens, utilitaire et économique. Quand on améliore le niveau de vie, on se débarrasse de ce qui ne sert plus à rien. L'exemple, c'est les toits de vétiver qui ont été remplacés par les toits en tôle. Oui. Quand on vient du littoral, on voit ces toits en vétiver, ça nous fait quelle fraîcheur, on est content de voir ça. Quelle nostalgie pour beaucoup. Oui. Oui, pour beaucoup. Mais quand eux, ils vivent avec ça et quand un cyclone passe, je veux dire, ils n'ont pas le même plaisir que nous de le regarder à ce moment-là. La peur de voir le toit s'envoler est une réalité. Donc, oui. Oui, sauf que, non, c'est pas tellement, au contraire, le toit. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est d'entendre tous les gens, finalement, de toutes les générations qui disaient, quand le cyclone vient, on va dans la Casampaille. Parce que il n'y a pas de bruit. Le vétiver a été étanchéifié par la fumée de la cuisine, tout ça. Et on se sent en sécurité. Alors que sous la tôle, oui, en dépit des taquets, des pointes et des clous, ça fait du bruit, etc., etc. Bien sûr, il faut savoir coudre le vétiver, ça c'est sûr, et c'est une vraie technique, j'ai envie de dire, une technologie même qui est remarquable. Mais encore une dernière chose là-dessus, sur ce point-là, ce qui, à l'époque, était même le fond de la vie et du mode de vie des gens, a disparu et on essaye de le retrouver, non pas pour soi, parce qu'on aimerait vivre avec du carrelage, avec une gazinière, avec toutes sortes de choses comme ça, mais on essaie de le retrouver pour pouvoir le vendre aux touristes, le vendre aux gens de l'extérieur. Oui, parce que les gens qui viennent à Mafate ont envie d'un cadre champêtre, ont envie d'un cadre d'avant. Forestier. Voilà, ils veulent retrouver un petit peu cette nostalgie qu'ils ont de la vie d'avant. Oui. Les Mafatais ont compris ça déjà? Ont compris qu'aujourd'hui, il faut préserver cette carte postale pour les touristes? Mais il y a n'est-ce pas, il y a les deux. D'une part, il est évident que l'économie mafataise, enfin il me semble évident en tout cas à moi, dépend entièrement du tourisme. Il y a 15 ans, il y avait 24 ou 25 gîtes. Aujourd'hui, il y en a 60. Ça veut dire que le tourisme est devenu non pas un facteur de progrès, mais quasiment une finalité en tant que tel. Et donc, les Mafatais, pour sortir de cette situation de crève la misère, ont su s'adapter à la demande touristique. Ça, c'est sûr. Avec l'aide des institutions, bien évidemment. Mais en même temps, les Mafatais tiennent d'une manière ou d'une autre à leur tradition, à leur patrimoine, à leur manière de vivre, tout ça. Les deux finalités sont présentes, me semble-t-il, ou l'étaient en tout cas, avec les gens de ma génération en 2007, en 2008. Il y a une chose aussi, passer de 24 chambres à 24 gîtes à 60 gîtes, ça veut dire qu'il y a une demande. Et je pense que les Mafatais, intelligents comme ils sont se sont rendus compte qu'aujourd'hui, le Réunionnais vient chercher le changement d'air à Mafate, ils viennent retrouver des choses qu'ils ont connues avant, et puis, qu'on le veuille ou pas, quelle que soit l'évolution de Mafate, Mafate reste Mafate. Oui, mais je trouve l'équilibre est difficile à trouver. Enfin, je ne connais pas Mafate aujourd'hui. Et je me garderais bien d'en parler. Mais déjà à l'époque, jusqu'en 2010, il y avait 800 personnes qui vivaient à Mafate, qui étaient des ressortissants mafatais,
par le sang ou par les alliances, mais il y avait déjà 90 000 personnes du dehors qui passaient dans le cirque. 800 mafatais, aujourd'hui on estime à 100 000. L'ONF a mis en place des portiques pour calculer le nombre de passages dans les 5 grandes portes d'entrée du cirque. Ça veut dire qu'il y a, quand je dis qu'il y a un équilibre à trouver, on voit qu'il n'est pas facile à trouver. À la fois le respect d'un patrimoine qui me semble vraiment important de garder, de maintenir, et en même temps l'ouverture au monde tel qu'il est aujourd'hui, où les gens se déplacent beaucoup, ils veulent voir des choses, tout ça. Mais j'allais dire, il y a un paradoxe aujourd'hui entre les institutions qui voulaient à un moment donné dégager les habitants de Mafat et aujourd'hui qui essayent de créer quelque chose autour de ces mêmes habitants. Je peux parler de ça? On peut en parler? Oui, bien sûr. Oui, parce que n'est-ce pas, Mafatais est un cirque qui a été occupé d'abord, je pense que c'est évident, par des marrons, des esclaves s'enfuyaient. Oui. Au moment de l'abolition de l'esclavage, il y a des gens qu'on a envoyés à Mafat, notamment les personnes qui venaient de Salazie et qui occupent le fond, ce qu'on appelle le fond de Mafat, c'est-à-dire La Nouvelle, Roche-Plate et Marla. Et qui étaient des petits blancs, alors que le bas de Mafat était toujours occupé par des personnes issues de l'esclavage ou des populations qui avaient été réduites en esclavage, tout ça. Et donc, c'était le service forestier qui était responsable de l'ensemble des forêts sur la Réunion, notamment du cirque de Mafat. Et la conception était très claire, il s'agissait d'habitants illégaux, il s'agissait d'occupants illégaux qui détruisaient leur environnement, ce qui n'est pas faux si j'ai bien compris, si j'ai bien lu les documents de l'époque, parce que la culture sur brûlis, elle dévaste des pans entiers de la forêt. Donc, et puis l'abattage des arbres sur les pentes qui accroissent l'érosion parce que les gens vivaient sans réflexion. Donc le service forestier voulait virer les gens, les faire déguerpir. Il y avait l'élevage également. L'élevage. Alors, mais l'élevage à Mafat n'a jamais été véritablement organisé. Il n'y a pas de stabulation organisée, structurée, qui permet d'obtenir de l'engrais, des choses comme ça. Les bestiaux divaguaient un peu partout où ils voulaient, notamment encore dans la forêt de Tamarin aujourd'hui, entre la Nouvelle et au-dessus de la Nouvelle. Et donc, le service forestier a toujours voulu faire déguerpir les gens. Au XXe siècle, lorsque c'est les eaux et forêts qui ont reçu la mission de gérer l'espace, c'était pareil. On ne s'occupait pas de la population, on voulait gérer la forêt. Et en 1954, le conservateur des eaux et forêts avait pour projet de regrouper les quelques habitants qui n'avaient pas pu faire déguerpir, alors qu'ils voulaient, tous les autres devaient être virés, parce qu'ils occupaient des parcelles considérées comme, de manière illégale, sans droit aucun, même s'ils produisaient des actes notariés, mais qu'ils avaient obtenus de la part d'anciens propriétaires qui eux-mêmes étaient considérés comme des occupants illégaux. Enfin, tu vois un peu le bazar que c'était. Donc, le conservateur des eaux-forêts voulait regrouper, et ils ont commencé à le faire dans quelques îlettes, la population qu'on n'avait pas pu faire déguerpir, c'était le terme consacré, et il voulait construire un barrage, et quand je dis construire, c'est pas construire, c'était à 2 bras, faire s'effondrer les 2 côtés de 2 bras, 80 mètres de hauteur, pour créer un barrage, et qui protégerait le port de la Pointe des Galets contre l'ensablement qui le menaçait, alors que le dragage coûtait très cher. Avec un barrage, les alluvions de la rivière des Galets n'allaient plus créer ce problème. Ça n'a pas eu lieu. Mais en fait, c'est seulement dès la création de l'ONF, l'Office national des forêts, sous Pompidou,
que en 66, à La Réunion, on s'est occupé de la population. Pompidou, c'est 69-74. Pompidou, c'est 69-74. Enfin, c'est de... Mais non, c'est... Comment s'appelait le ministre de Gaulle qui s'occupait de l'agriculture? C'est lui dans les dômes. Enfin bon, c'est égal. Je vais dire de bêtises. En tout cas, en 66, dès 66. Et le premier directeur de l'ONF a estimé, il le disait publiquement, dans les travaux, je publie les facsimilés, tout ça, il disait, il est quasiment préférable qu'il y ait quelques dégâts de la part des habitants plutôt qu'il n'y ait plus aucun habitant parce que la forêt sera irrécupérable. Voilà, c'est ce que j'ai pensé. Donc, à partir de 66, on s'est mis à s'occuper des habitants, on a créé des écoles, on a créé des dispensaires, on a créé des gîtes, et on s'est mis à gérer la population. Voilà, pour pouvoir exploiter cet espace, il fallait qu'elle soit habitée. Oui. Parce que sinon, les gens ne viendraient pas, ne montraient pas, et je pense que la végétation aurait pris le dessus. Mais la limite, c'est les Mafatais n'avaient plus droit à être propriétaires. La propriété était assumée par les domaines, donc Mafat est devenu entièrement départementaux domanial, et on a regroupé les gens dans des îlettes. Les dernières parcelles autonomes, libres qui existent, en tout cas qui existait en 2007, c'était la propriété posée à Grand Place, là où on avait construit la première école de Grand Place, qui existait encore. Il y a quelques ruines de bâtiments, et les propriétés qui appartiennent à l'évêché. C'est-à-dire, là c'était encore des parcelles autonomes. Sinon, tout a été récupéré entre 1950 et 1970. Ceci étant, on va quand même rappeler que ils essaient quand même de mettre un peu de terrain parce que la population s'agrandit un petit peu, il va trouver un peu de place pour les autres quand même. Les autres. Si la population s'agrandit, alors non, mais c'est terrible parce que au moment où on prenait les dispositions pour améliorer le confort de la population, il n'y avait plus que 600 personnes. Alors qu'au 19e siècle, il y avait jusqu'à 2000 personnes entre Mafat et le Bras Sainte-Suzanne. Il n'y avait plus que 600 personnes quand Moulin, le directeur, M. Moulin, a pris ces mesures-là. 600 personnes, c'était très peu, c'était insuffisant. Donc, il appelait à une repopulation du cirque. Non, mais c'est... Non. Et il y a eu ces oscillations. Ce qui est intéressant, c'est que l'autorité publique, à travers les forestiers qui ont su pour mission, c'est pas leur job, mais qui ont su pour mission de gérer la population, l'autorité publique a toujours oscillé entre virer les gens ou s'occuper d'eux pour les contrôler, tout ça. Hélas, je dirais que ce qui a toujours manqué, c'est l'éducation, la conscientisation des gens, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais véritablement, à l'époque, été associés à l'élaboration des décisions qui les concernaient. Quand j'ai commencé mon job, il y avait un comité Mafat qui avait été créé par la présidente de la région Margis-Sud. Il n'y avait pas un seul Mafatais. Il y avait 15 institutions, mais pas un seul Mafatais. Parce que pendant longtemps, on les a considérés comme des êtres inférieurs, des êtres... voilà. Mais de toute façon, le problème, c'est quelque chose qui est dans la tête des gens. La population de Mafat, du fait de leur vie en autarcie, être obligés de vivre entre eux, ne leur donnait pas une bonne image de l'extérieur. On a toujours parlé de ce qu'il y a à Palmiste Rouge, à Cilaos. On a parlé aussi de ça pour quelques personnes à Mafat. Oui, c'est vrai que c'est clair. Et encore, je connais des gens qui ont peur de dire qu'ils viennent de Mafat parce qu'on les considère comme des consanguins. Alors, à cause de la consanguinité qui a été mise en évidence de manière que je trouve un peu exagérée, dans les années 80,
consanguinité, alcoolisme, tout ça. Mais les gens qui viennent de Mafat même dans les écoles, les enfants qui viennent de Mafat sont considérés comme des demeurés, comme des attardés. Oui. Et je trouve ça très injuste parce que c'est une population comme n'importe quelle Tout à fait. population. Et d'autant que quand on les rencontre, quand on échange avec eux, il n'y a aucune différence. Ce sont des êtres humains comme les autres, avec leur intelligence. Même moi, étranger du dehors, moi qui ne gagne pas cause créole, j'ai été accueilli de manière tellement fraternelle, j'en ai les larmes aux yeux. C'est des gens, je trouve l'accueil remarquable. Tout à fait. Mais de toute façon, ça reste un point fort. L'accueil, le tourisme, le savoir-être, le savoir recevoir de Mafat est quelque chose, c'est vraiment... C'est réel, oui. C'est une réalité, oui. Oui, enfin, moi, je n'y suis pas remonté depuis une dizaine d'années, mais il y a 15 ans, je peux dire que la situation n'était pas encore, je ne sais pas comment dire, mais contaminée par ces ravages, encore une fois, de l'extérieur, qui font perdre son identité à toute la Réunion. Alors, on arrive à la fin de ces 20 minutes d'échange. Oh, déjà. Alors, ce que je propose à Nanjakou, c'est à la prochaine émission, on va essayer de voir comment préserver Mafat. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je lui laisse le temps de réfléchir jusqu'à la prochaine émission, si on a l'occasion, si l'envie lui prend de revenir, qu'on voit un petit peu aujourd'hui qu'est-ce qu'on pourrait proposer à Mafat comme évolution, ou pour les Mafatais. En tout cas, on aura l'occasion de se poser à cette question. Non, je veux bien y réfléchir, mais je veux dire, on voit l'évolution des responsables du parc national qui ont compris la chose. C'est-à-dire que la tendance aujourd'hui, c'est d'associer les gens aux décisions de développement qui les concernent. Et je trouve ça, c'est la base, c'est fondamental. Merci Nanjakou. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.